Alors nous avons maintenant un algorithme, ou plutôt un semi-algorithme non déterministe, pour déterminer quelles instances d'un atome appartiennent au plus petit modèle de Herbrand d'un programme logique. Alors cet algorithme, peut-être qu'il est un peu difficile à appréhender pour vous. En tout cas, c'est clair que c'est un objet mathématique assez exotique. Mais heureusement, pour réfléchir à ce que fait cet algorithme, et à ce qu'il retourne, à ce qu'il calcule, on a un outil beaucoup plus conventionnel, c'est la résolution. En effet, quand cet algorithme réduit la question sur A à la question sur les AI, à partir du moment où on a une certaine clause dans le programme logique, il ne fait rien d'autre que réaliser une règle de résolution en résolvant A contre B et en essayant ensuite de poursuivre une résolution suivant une certaine stratégie. Donc la complétude de cet algorithme, en fait, ça se reformule comme la complétude d'une certaine stratégie de résolution dans le cas de la programmation logique, donc des théories Horn. Donc je reformule. Donc on essaye de déterminer si A appartient au plus petit modèle de P. Et là, on prend le problème sous l'autre angle qui est, est-ce que P, auquel on ajoute la négation de A, est cohérent? Donc est-ce qu'on peut dériver faux à partir de P et de non A? Et donc cet algorithme, on peut le revoir comme une tentative de dériver faux à partir de A, dès lors qu'on a une clause. Alors ici, je l'écrivais conjonction des AI implique B. Je vais l'écrire maintenant dans sa forme clausale. Non AN. Voilà. Et la résolution, elle va se faire, bien entendu, entre l'unique atome positif ici et non A. Donc ce qu'on obtient après la résolution, c'est non A1 ou non AN, auquel on aura appliqué sigma, si sigma est le MGU de A et de B. Bon, alors là, on a quelque chose qui n'est pas complètement uniforme parce qu'on est parti de 1 but, et on se retrouve avec n buts maintenant. Quelque part, ce n'est pas surprenant parce qu'on avait n appels récursifs à consec dans notre programme consec. Donc je vais généraliser un petit peu ce que j'écrivais ici. Je vais mettre des primes là. Et je vais d'entrée de jeu assumer le fait que ce qui m'intéresse, c'est de déterminer si le programme logique et un certain nombre de négations d'atomes est satisfaisable. Et donc dans ce cas-là, si je résous entre B et disons le premier atome, la première négation d'atome dans mon but étendu, j'obtiens donc ce qu'on avait ici, auquel on a appliqué sigma. Donc là, on se retrouve avec plusieurs buts, donc quelque chose de la même forme qu'avant. Peut-être qu'il y a moins de buts si n était égal à 0, en général, il y en a plus. Donc ça, c'était une certaine clause C de mon programme logique. Maintenant, ce nouveau sous-but, enfin, cette nouvelle liste de buts, je peux de nouveau la résoudre contre un deuxième C' dans P, etc., etc. Je réduis mon but initial à une liste de buts qui évolue comme ça, et je me demande si je peux atteindre faux.
Et la complétude de l'algorithme précédent, en fait, n'est rien d'autre que l'énoncé, que cette stratégie ici est complète. Puisqu'on part d'un but, on le réduit à plusieurs buts, et on les traite comme une pile. C'est-à-dire que si A s'est réduit en A1 à N, on commence par essayer de traiter le sous-but A1, ce qui correspondra à... je l'ai mal écrit, c'est pas bien. Si, on commencera par traiter le sous-but A1, ce qui correspondra à faire une résolution sur A1, qui va peut-être provoquer, dans un choix possible, l'apparition de nouveaux buts A'. On traitera le premier de ces nouveaux buts, etc., etc., etc. Et la complétude de cet algo signifie, est équivalente à la complétude de cette stratégie de résolution où on a toujours une clause négative à droite et à gauche une clause de Horn définie, une clause du programme logique. Alors maintenant qu'on a cette vision plus abstraite de notre algorithme de déduction automatique de programmation logique, on va revenir à l'exemple du début, celui du jeu de Nîmes, dans lequel on essayait de déterminer quelles sont les positions gagnantes et les positions perdantes dans le jeu. Donc je disais que si on demande à l'interprète Prolog est-ce qu'une certaine position est gagnante, par exemple on lui demande est-ce que G de 0 est gagnant, il va répondre oui. Alors une façon de le voir, c'est qu'il exécute cet algorithme-là et que le choix évident de la première clause du programme logique lui permet de conclure vrai. Une autre façon de le voir, c'est que la négation de G de 0 a été résolue contre la clause G de 0, ce qui a produit la clause vide faux, ce qui permet de conclure que oui, cet atome-là était conséquence logique. Alors ça, c'est pas très intéressant. Plus intéressant, on peut poser à Prolog la question G de x. Ce que ça veut dire implicitement, c'est pour quelles instantiations de x est-ce qu'on a G de x. Donc c'est ce qui correspond exactement au deuxième énoncé du problème, tel qu'on se l'était donné ici. Alors là, qu'est-ce qu'il fait Prolog ? Eh bien, on va le dessiner en utilisant la résolution. On va voir que c'est bien pratique. Donc on a toujours un algorithme non déterministe, puisqu'il faut choisir contre quelle clause on va faire la résolution. Donc la première clause possible, évidemment, c'est la première. Donc le premier choix que l'algorithme envisage, c'est résoudre la clause G0 du programme logique contre le but qui s'écrit, la négation du but. Cette résolution, bien sûr, elle réussit, elle produit la clause vide. Et ici, le sigma, l'unificateur le plus général qui permet de faire la résolution, associe à x 0. Et donc c'est ce qui permettra à Prolog de nous dire yes, oui, G de x est vrai si x est égal à 0. Mais ceci n'est pas le seul choix possible. Le but G de x peut être aussi résolu contre la deuxième clause G de S. Alors je vais l'écrire dans sa forme clausale. Et je prends soin de renommer les variables pour que les variables ici soient disjointes de celles-ci, ce qui est intuitivement permis puisque cette clause est quantifiée universellement sur x. Donc je peux faire une résolution ici si j'arrive à unifier x et s de x'. J'y arrive, l'unificateur le plus général associe à x, s de x'. Et je me retrouve alors avec le nouveau but, l'unique nouveau but, non p de x'. Et là, le premier choix que Prolog va considérer pour résoudre ce nouveau but, certainement, c'est de prendre la première clause qui concerne p et qui dit
non G de 0 ou P de S0. La résolution contre cette clause est possible si x' est substitué par S de 0. On obtient alors non G de 0, qui est notre nouveau but. Et ce but, on l'a déjà vu, enfin, on l'a presque déjà vu. Il est trivialement résolu en prenant de nouveau la clause G de 0 dans le programme logique. Cette fois-ci, il n'y a pas de substitution parce qu'il n'y a plus de variable libre. Donc si on met tout ça ensemble, donc ça c'est une exécution parmi toutes les exécutions possibles dans l'ensemble des choix non déterministes de Prolog, c'est une exécution qui est un succès. Le fait d'arriver à faux comme ça, paradoxalement, arriver à faux c'est un succès. Et donc, c'est la raison pour laquelle, correspondant à ce succès, Prolog nous répondra oui, g de x est aussi vrai avec l'instanciation de x qui devient le successeur du successeur de 0. C'est S de x', où x' est lui-même S de 0. Et là, si on revient à notre jeu de Nîmes, dont on a peut-être un peu perdu la trace en manipulant les symboles, bah ça dit simplement qu'on peut gagner avec 2 bâtons, parce que la stratégie gagnante, c'est d'enlever un bâton, et là, l'autre est obligé d'en enlever un, et on aura gagné. Donc, Prolog, c'est jouer au jeu de Nîmes. Et la résolution nous permet d'appréhender ainsi les calculs de déduction automatique que fait Prolog. Alors il y a beaucoup d'autres exemples intéressants qu'on pourrait développer en Prolog. Je vais en faire juste un tout petit. Je vais vous écrire le code de l'addition. Donc l'addition, je vais l'écrire comme un prédicat ternaire. Donc plus x, y, z. Je vais écrire des clauses qui vont me permettre d'exprimer le fait que de faire en sorte d'exprimer que plus x, y, z signifie en gros x plus y égale à z. Et je fais ça en procédant par une étude de cas sur la première variable. Donc plus de 0 et y, ça fait y. C'est la première clause qui définit l'addition. Et plus du successeur d'un x et y, ben on sait que ça fera quelque chose qui vaut au moins 1. Et en fait, ça vaut toujours S de z dès lors que x plus y égale à z. Donc avec ces deux clauses, j'ai défini l'addition. J'ai donné des conditions suffisantes pour que l'addition soit vraie. En logique du premier ordre, en général, il y aurait des modèles de ceci dans lesquels on ait certaines instances du prédicat qui correspondent. On pourrait avoir plus que les tables d'addition correctes dans l'interprétation du symbole plus. Mais ici, il faut garder en tête qu'en fait, quand on fait du Prolog, on travaille dans le plus petit modèle. Et donc Prolog, si on lui donne ceci comme programme logique, il ne permettra de dériver que les instances de plus qui sont conséquences de cela. Il ne donne que les instances de plus qui sont dans le plus petit modèle. Et celles-ci seront exactement les instances qui correspondent à la table d'addition. Alors avec ce programme, qu'est-ce que je peux faire? Je peux demander à Prolog de vérifier. Alors encore une fois, je me permets d'écrire des entiers comme tous les jours et pas avec des S et des 0. Mais modulo ce problème de notation, Prolog peut vérifier une addition. De façon plus intéressante, je peux aussi lui demander si j'additionne 2 et 3, qu'est-ce que ça fait? Pour quelle valeur de x est-ce que j'ai 2 plus 3 égale x? Et ceci se passe exactement selon les mécanismes que j'ai montrés avant. De façon peut-être un tout petit peu plus surprenante, je peux demander pour quelle valeur de x a-t-on 2 plus x égale à 5? Le programme que j'ai écrit ici, qui permet de calculer l'addition, en fait, il permet aussi de calculer la soustraction.
Donc voilà, je vous ai présenté les bases, les fondements logiques de ce qu'on appelle la programmation logique, de Prolog. Vous voyez que c'est un système très simple, mais aussi facile à appréhender et utile, de déduction automatique. Si vous avez un problème qui s'exprime en clause de Horn, peut-être que vous pouvez utiliser Prolog pour résoudre le problème, faire de la déduction automatique sur votre théorie. Après, Prolog, le pro veut dire programmation, et donc ça, quelque part, c'est pas surprenant si on voit ceci comme un programme qui permet de calculer l'addition. Mais cela peut néanmoins être surprenant parce que si on pense au genre de programme qu'on voudrait écrire, qui lise des fichiers, affiche des pages web et que sais-je, peut-être que Prolog paraît un peu étroit pour cela. Et de fait, pour les gens qui vraiment utilisent Prolog comme un langage de programmation, le cœur logique que je vous ai présenté ici n'est pas tout à fait suffisant. Il est un peu trop pauvre, parfois un peu contraignant. Mais ces extensions non logiques de Prolog, évidemment, ne nous concernent pas dans un mock de logique. Il y a aussi un autre type d'extension de Prolog très intéressant, et qui est probablement la raison du grand succès de Prolog dans certains types d'applications, c'est la programmation par contrainte. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne dans ce mock. Je voulais ici simplement me concentrer sur les fondements logiques de ce paradigme de programmation non déterministe.